Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est une réédition importante que Franck Ferrand a choisi de saluer cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Les éditions Talendier font paraître dans leur belle collection Texto une réédition des célèbres articles du grand historien Lenôtre, Vieille maison, vieux papier. Je suis heureux de vous en parler avec celui qui accompagne cet événement, Bruno Fulini. Un chapitre a particulièrement retenu votre attention, Franck. Oui, il est question d'une des figures les plus fantasques, les plus indomptables, les plus attachantes aussi de la fin du XVIIIe siècle, cette fondatrice du théâtre moderne qui s'était donné le nom de Montansier. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Les habitants de Versailles sont fiers de leur théâtre municipal et ils ont bien raison. Depuis 1961, ce théâtre, il s'appelle le théâtre Montansier, propose de magnifiques spectacles. C'est André Malraux qui avait confié à la comédienne Marcelle Tassancourt cette salle magnifique. Marcelle Tassancourt, la femme de l'académicien Thierry Molnier, ce qui a donné évidemment beaucoup d'éclat à ce théâtre et à sa programmation. Plus tard, dans les années 90, après une restauration somptueuse, ça c'était en 1993, ça me rappelle des souvenirs, ça rajeunit personne, restauration qui a rendu à la salle toute sa splendeur 18e, le théâtre a été confié à Francis Perrin, puis est venu il y a une douzaine d'années Jean-Daniel Laval qui avait lancé une souscription pour restaurer les machineries de la salle Montansier. On se souvient notamment de son Marchand de Venise de Shakespeare. Enfin, là, depuis quelques semaines, ce sont Geneviève Dichand et Frédéric Franck qui se sont vus confier ce joyau de l'architecture théâtrale du XVIIIe siècle, ce prestigieux théâtre Montansier. Mais alors, pourquoi ce nom ? Eh bien parce que Marguerite de Montansier, de son vrai nom Marguerite Brunet, a été la fondatrice de cette salle, inaugurée en grande pompe au début du règne de Louis XVI, le 18 novembre 1777. C'est qu'à l'époque, le théâtre était une activité, un divertissement de la mauvaise saison. On jouait généralement, essentiellement, de la Toussaint à Pâques, et puis à la belle saison, eh bien, on considérait que les activités de plein air prenaient le pas, et du reste, on jouait aussi, mais alors on jouait très souvent sur des tréteaux, dans des théâtres de verdure, etc., en fonction des moyens et du prestige de l'hôte des comédiens. Ce soir-là, ce 18 novembre 1777, comme nous le raconte Patricia Bouchenaud-Deschamps, qui est la biographe de la Montansier, Louis XVI et Marie-Antoinette assistent donc à l'inauguration de la nouvelle salle. Alors tout le monde est frappé par l'élégance de cette salle, par ce très bel hémicycle. On s'est directement inspiré d'un certain nombre de plans de théâtre italien, notamment du théâtre de Turin. Et pendant longtemps, jusqu'aux journées d'octobre 1789, jusqu'au départ forcé de la famille royale pour Paris, ce théâtre Montansier va faire l'unanimité. La nouveauté des pièces, le talent des acteurs, la qualité des représentations et même jusqu'à la qualité des bougies utilisées pour l'éclairage de ce théâtre, tout fait l'admiration du public. Mais qui était, c'est le sujet tout de même de ce récit, qui était Marguerite de Montansier, qui donc, je vous l'ai dit, s'appelait en vérité Marguerite Brunet. Alors il y a toute une légende qui a couru à son propos, puisque une amie bien intentionnée, au moment de sa mort, elle meurt seulement en 1820, sous la Restauration, sous le règne de Louis XVIII, cette amie va écrire une vie totalement romancée de la Montansier, qui la présente donc en aventurière de romans de cap et d'épée, entourée de toutes sortes de personnages. C'est bourré d'anecdotes, des anecdotes aussi invraisemblables qu'anodines par rapport à ce qui était la vérité de la vie de cette dame, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle donnait à redire. Je cite Patricia Bouchenaud-Deschamps. « Il fallait remonter à la source pour dégager du personnage, pittoresque et attachant certes, mais très secondaire, que l'on connaissait, les traits de cette figure originale et sans précédent. » Ce sont les termes des frères Goncourt. Versailles, Le Havre, Rouen et Paris, le théâtre du Palais Royal et le théâtre des Variétés sont des lieux clés pour évoquer un empire beaucoup plus vaste sur lequel la Montansier a régné sans partage pendant un quart de siècle.
Née en 1730 à Bayonne d'un père forgeron et promise à la vie galante, entre nous soit dit, non seulement promise à la vie galante, mais on peut dire qu'elle a été courtisane pendant assez longtemps, familière de Madame du Barry et surtout protégée de Marie-Antoinette, puis du comte de Provence, le futur Louis XVIII, du duc d'Orléans, le futur Philippe Égalité, de Danton lui-même et de Barras et de Napoléon. Mais quelle vie absolument extraordinaire, une vie autour du théâtre, par et pour le théâtre, mais évidemment qui dépasse très largement ce cadre-là. Marguerite de Montpensier a mis pendant toute sa vie des relations extraordinaires et une fortune de plus en plus considérable au service de ses rêves qui étaient des rêves des rêves d'entrepreneuse, si j'ose employer cet anachronisme, des rêves de direction des affaires. Elle a été un chef d'orchestre, elle a été non seulement un chef de troupe, mais elle a été une femme d'affaires absolument extraordinaire. Elle a multiplié partout les tournées de spectacles à travers les provinces, et puis elle a monté partout des théâtres. À la veille de la Révolution, nous dit Patricia Bouchenaud-Deschamps, son empire s'étend de la Bretagne à la Champagne et de la Picardie à la Touraine, monopolisant toutes les salles de la moitié nord de la France, y envoyant troupes de comédie et d'opéra quand ce ne sont pas les meilleurs sujets de la comédie française. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que à partir du moment où Marguerite obtient le privilège de suivre la cour, et ça c'est un privilège qu'elle obtient très tôt à la fin du règne de Louis XV, sa troupe devient en quelque sorte le vivier, la pépinière des autres grands théâtres que sont la comédie française, la comédie italienne et l'opéra. Elle est protégée par la reine, celle qu'on appelle la Montpensier, ce qui ne l'empêchera pas de traverser la Révolution avec une habileté incroyable, de devenir, je vous l'ai dit, l'amie des révolutionnaires et la grande directrice des théâtres de l'époque de l'Empire et de la Restauration, puisque les régimes se suivent, mais qu'elle est toujours là. Elle est un petit peu, si j'ose dire, le Talleyrand du spectacle. Vous imaginez évidemment la matière pour un Le Nôtre. Nous y voilà. Parmi ces fameux articles de la série Vieille Maison, Vieux Papier, il y a évidemment une biographie très enlevée de la Montpensier. C'est cette biographie, c'est cet article, c'est cette espèce de feu d'artifice biographique que je vous propose de découvrir maintenant. Europe 1, 14h, 15h. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et c'est la suite de votre récit, Franck, sur Marguerite de Montpensier. Nous allons le voir dans un petit moment en compagnie de Bruno Fuligny. Notre Le Nôtre adorait travailler à la bibliothèque de l'Arsenal. Il y découvrait des liasses, des cartons, plein d'éléments tout à fait inédits. Et voici par exemple ce qu'il a découvert à la bibliothèque de l'Arsenal. C'est lui-même qui nous le raconte. Il découvre un procès verbal du 24 septembre 1756. En fait, il s'agit d'un rapport de police destiné à Louis XV. Vous savez que le roi Louis XV avait la passion du secret et disons-le, un certain goût pour l'indiscrétion. Il aimait beaucoup savoir ce que faisaient ses sujets, comment ils vivaient, et notamment lorsqu'il les connaissait ou lorsqu'au moins il les avait croisés. Alors, on rédigeait à son intention un certain nombre de rapports extrêmement détaillés, d'une indiscrétion et d'une impudeur phénoménale, dont il se délectait des soirées entières. Alors voici le rapport du 24 septembre 1756, directement rédigé pour Sa Majesté. La demoiselle Brunet de Montpensier, écrit le policier, rue Saint-Thomas-du-Louvre, est âgée de 28 à 30 ans, originaire de Provence et, si l'on veut l'en croire, elle est fille d'un avocat. Dès l'année 1748, elle était déjà connue sur le pavé de Paris, mais la tradition ne nous dit pas qu'elle y eût fait quelques conquêtes brillantes, quand M. Burson, conseiller à la 3e des enquêtes, demeurant pour lors rue de Condé, s'en accommoda. Se croyant aimé de cette fille, qui a toujours été accorte et déliée, il s'attacha à elle. En 1749, nommé à l'intendance de la Martinique, il l'emmena avec lui. Nombre de tours qu'elle lui joua firent qu'à la fin il s'en dégoûta et l'abandonna entièrement, après cependant s'être quitté et repris plusieurs fois. On imagine Louis XV feuilletant ça, faisant son miel de tous ces petits commérages, parce qu'après tout on est bien là dans le cancan, à tous les sens. Elle fut s'établir marchande de mode à Saint-Domingue, poursuit le policier. Elle prit le parti de revenir en France. Elle reparut donc sur notre horizon au commencement de l'année 1754, et comme elle connaissait déjà la carte du pays, elle n'eut garde d'y arriver avec l'extérieur d'une fortune délabrée. Et oui, n'est-ce pas, il vaut toujours mieux faire envie que pitié. Alors voilà ce que dit le rapport de police de l'époque de Louis XV. 2 grands nègres habillés de bleu qui la suivaient partout, un laquais, 2 femmes de chambre et un carrosse de remise au mois l'annoncèrent sur le ton d'une très riche américaine, et à la faveur d'un si bel appareil, elle
trouva, suivant l'usage de Paris, du crédit et des dupes. C'est assez extraordinaire de voir le style de ces rapports, extrêmement raffinés. On est très proche, je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais on est très proche du style d'un Coderlo de Laclos et des liaisons dangereuses finalement. Alors je poursuis le rapport de police, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il nous réserve un certain nombre d'étonnantes surprises. Aujourd'hui, poursuit le policier, quand je dis le policier, vous avez bien compris, le rapporteur chargé de raconter au roi tout ce qui se fait dans son royaume et notamment dans sa capitale. Aujourd'hui, ceux qui composent principalement sa partie sont le comte d'Esparbès, le marquis de Souvray, le marquis de Jonsac, le chevalier de Beson, le marquis de Seignelay, le marquis de Jiménez, le comte de Villegagnon, monsieur de Puységur, le jeune duc de la Trimouille, monsieur de Viarme, fils du conseiller du roi, monsieur Thiroux de Montregard, et nombre d'autres dont les noms ont échappé à la vigilance de madame Aubouy et de la dame Castoldi, sa fille, auxquels nous sommes en partie redevables de l'énumération que nous venons de faire. Évidemment, vous pouvez faire confiance à Gosselin le Nôtre pour ne pas laisser de côté une matière aussi explosive. Cette bonne personne, écrit-il, qui montrait pour les aventures galantes de si heureuses dispositions, n'était pas, comme elle aimait à s'en prévaloir, la fille d'un avocat. Elle s'appelait Marguerite Brunet et était née en 1730 à Bayonne d'un modeste épinglier. On vient de lire le récit de ses débuts et sans doute lancée en si bon chemin n'eût-elle jamais conquis une place dans l'histoire si un des tournants de la route ne lui eût ménagé une rencontre, celle d'un comédien de 20e ordre, Honoré Bourdon dit Neuville. Aucun talent, mais portant le costume à ravir, de la fatuité, la jambe bien faite et un imperturbable aplomb. Ces belles qualités tournèrent la tête de la Montansier, et Neuville daigna se laisser aimer, comptant bien ne rien y perdre. Il nourrissait une ambition, celle de jouer les premiers rôles à la Comédie Française, et la Montansier avait tant d'amis qu'il ne jugeait pas impossible de vaincre, grâce au crédit de la dame, les obstacles qui s'opposaient à la réalisation de son rêve, en quoi il fut déçu du reste, la fortune lui réservant d'autres triomphes. Le style de Gosselin le Nôtre ferait qu'on a envie tout simplement de poursuivre avec lui et de voir comment il nous dépeint cette dame, mais je n'ai pas le temps évidemment de vous lire tout le récit. Le mieux, c'est de vous renvoyer à la réédition de ces vieilles maisons vieux papier dans la collection Texto et dans une édition présentée par Bruno Fulini. Il nous raconte à quel point Neuville et la Montansier vont faire les 400 coups entre Rouen et Versailles essentiellement. Il se passe énormément d'affaires, plus ou moins louches. Il y a même 2 tentatives d'assassinat. Enfin, ce sont des gens très remuants, vous voyez, et qui peuvent évidemment donner de la matière aux mouches, aux rapporteurs qui racontent tout au roi. Grand fut le succès des comédiens de la Montansier, écrit un peu plus loin Gosselin le Nôtre. Paris, qui tout entier vivait au Palais Royal, faisait fête à cette femme dont la personnalité intriguait et en qui, d'instinct, il sentait une si parfaite intelligence de ce qui l'amuse. Oh, comme c'est bien dit. C'est vrai qu'elle avait compris ce qui pouvait amuser son époque, son temps et notamment les Parisiens, cette Montansier. Elle se dépensait de 1000 façons, logée avec Neuville dans un appartement voisin du théâtre et dont les fenêtres ouvraient sur le jardin sans cesse grouillant d'une foule qu'enfiévrait le plaisir et la politique. Elle avait ouvert ses salons, on y jouait, on y complotait, on y nouait des intrigues. C'est qu'on est là en pleine révolution et que les habitués de chez la Montansier s'appellent indifféremment du Gazon, Barras, le père du Chêne, le duc de Lauzun et même Robespierre. C'était un extrait de l'opéra Orphée et Eurydice de Gluck. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et c'est la dernière partie de votre récit, Franck Ferrand, sur Marguerite de Montansier, dite la Montansier. On se lasse à suivre cette femme extraordinaire à travers l'inextricable dédale de ses entreprises, écrit le Nôtre. Une sorte de fièvre vous prend à feuilleter son dossier. Ça, c'est une façon bien élégante de nous dire qu'il ne va pas entrer dans tous les détails d'une vie très riche en rebondissements, mais qu'il se contente de nous faire déguster les plus beaux moments de cette biographie.
En apprenant l'entrée de Dumouriez à Bruxelles, écrit-il, la Montansier courut rejoindre ses pensionnaires, suivi d'un train de fourgons chargé de costumes et d'accessoires. Le 8 janvier 1793, elle inaugurait en Belgique ce qu'elle appelait sa propagande, car elle était parvenue à persuader au comité du gouvernement que les représentations du tableau parlant et du désespoir de Jocrisse allaient électriser les populations flamandes, fanatisées par 10 siècles de servitude. Cette plaisanterie coûta 100 000 francs à la République, et la note eût été bien plus élevée si la propagande n'avait été subitement interrompue par le retour offensif des Autrichiens, auquel succéda la seconde invasion. Il fallut en hâte regagner le palais royal. Alors vous vous dites cette fois, elle est finie la Montansier, mais pas du tout. Elle va s'en sortir, elle va devenir la grande dame du consulat, puis de l'Empire. La Montansier avait alors 65 ans, nous dit-il, mais elle portait son âge, et il cite là un témoin de l'époque, avec l'avantage que donne un certain embonpoint de la gaieté et de la prévenance dans les manières. Barras devient l'ami de la dame, et il en devient tellement l'ami qu'il fait le projet assez insensé du reste de la fiancer à Bonaparte. Ça va lui servir d'ailleurs d'élément de chantage par la suite, puisque on verra Barras constamment menacer Napoléon de révéler les liens qui l'unissaient réellement avec la Montansier. Vous allez me dire, aurait-elle pu devenir impératrice ? Eh bien, c'est presque ce que laisse entendre Gosselin le Nôtre, qui nous raconte par ailleurs un très grand nombre d'aventures de la dame, alors qu'elle est arrivée dans un très grand âge. Je vous rappelle qu'encore une fois, elle mourra à près de 90 ans en 1820. Le Nôtre, et ça c'est il adore faire ça, a recueilli les souvenirs de quelqu'un qui a connu Madame de Montansier à la toute fin de sa vie. On est là dans les ragots qui pouvaient être publiés à propos des comédiens du temps. Il y avait, dit-il, en 1860 au théâtre de Rouen, un vieil artiste, Monsieur Prudon, qui se souvenait avoir été présenté chez Brunet 50 ans auparavant à Madame Montansier-Neuville. Il se la rappelait, je cite, « de taille assez élevée, ayant conservé malgré son grand âge toutes ses facultés et des restes de beauté. Elle avait été brune, sa figure était encore agaçante, son nez retroussé, ses yeux très vifs avec des cils noirs très prononcés. Elle agissait et parlait avec un incroyable sans-façon. Elle avait à 80 ans passé le diable au corps. » Bonjour Bruno Fulini. Bonjour Franck. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler de ce Le Nôtre. Alors, on a parlé à ce même micro de Gosselin Le Nôtre il n'y a pas très longtemps, puisque vous comme moi, nous avons participé à un ouvrage collectif qui mettait en avant un certain nombre des grands morceaux, des morceaux d'anthologie du maître. Là, on parle d'une chose bien plus ambitieuse, puisqu'il s'agit de la réédition complète de Vieilles Maisons, Vieux Papiers, c'est-à-dire les articles du journal Le Temps. Oui, Clémentine Portier-Kaltenbach, qui est à l'origine de cette anthologie à laquelle nous pouvons tous les deux être fiers d'avoir participé, eh bien, avait senti sans doute un mouvement, quelque chose qui fait quelque chose dans l'air du temps. Et oui, que ce Le Nôtre que l'on pouvait croire oublié, eh bien, il revient d'actualité. Et c'est dans une collection de poches très largement diffusée, texto chez Talandier, que vont être publiés, republiés les 6 volumes des Vieilles Maisons, Vieux Papiers. Alors il y en a 3 déjà. Alors 3 viennent de sortir, le 4e est en route et les 6 seront bientôt disponibles en librairie. Alors on va revenir, si vous voulez, tout à l'heure ensemble, on va revenir sur l'histoire de cette série d'articles, pourquoi, comment ils ont été conçus, comment travaillait Le Nôtre, on va rentrer dans tous ces détails. Un mot quand même de son incroyable biographie de la Montansier, qui se révèle, comme toujours avec Le Nôtre, un tout petit peu inexacte parfois sur certains points de détail, mais tellement brillante, quasiment indépassable sur le plan du style. Alors, Le Nôtre déjà se lit comme un romancier, un grand romancier. Et on a tellement de plaisir à le lire que parfois on oublie que c'est de l'histoire et que c'est un historien. Alors c'était pas du tout un historien académique et on oublie qu'on apprend par lui toutes sortes de choses, d'anecdotes qu'on croit plus tard avoir lues ailleurs. Le Nôtre est aussi un auteur formidable parce qu'il nous fait partager son plaisir de chercheur. Peu d'historiens le font. Il puise un beau dossier de police, il le reproduit à peu près in extenso. Ah oui, là on l'a quasiment in extenso, dans l'article sur la Montansier. D'ailleurs, c'est peut-être le meilleur moment, si je puis dire, de cet article, parce que alors vraiment, on a l'impression d'être soi-même
Louis XV en train de découvrir les secrets de ces sujets. Il y a beaucoup d'humour chez le nôtre, je crois qu'on ne le dira jamais assez. Il y a de l'humour, il y a de l'humour noir aussi, il y a une malice en fait, il y a une malice je dirais de vieil oncle à anecdote, vous voyez. Donc il a sa besace pleine d'historiettes, mais des historiettes intelligemment sélectionnées, c'est-à-dire qu'à travers des personnages qui peuvent être complètement oubliés, des personnages de troisième ordre, eh bien il va nous faire revivre la Révolution française, l'Empire, la Restauration, toute cette épopée-là, mais à hauteur d'homme. Alors cette galerie de portraits, nous y venons dans un instant. On peut clore, je crois, le chapitre de Madame de Montpensier, en sachant qu'évidemment nous le rouvrirons un jour, parce qu'un personnage comme celui-là, lorsqu'on l'a une fois croisé, on ne l'oublie plus jamais. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi des vieilles maisons, vieux papier avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, l'historien Bruno Fuligny. Vieille maison, vieux papier. Je me souviens que lorsque j'étais adolescent, ce titre générique me faisait rêver. On trouve souvent de vieux volumes dans les marchés, parfois aux éventaires des bouquinistes ou dans les marchés aux vieux livres, etc. Vous trouvez des bouquins qui sont souvent un peu dépenaillés et sur lesquels on voit ce titre Vieille maison, vieux papier, parce qu'il y en a eu pas mal de tomes, Bruno Fuligny. Alors il y a eu 6 tomes. Attention, le premier tome est relativement courant. Il y a eu plus de 130 éditions. Ouais. Le dernier tome, c'était de petites éditions. Il faut préciser tout de même. Par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, on tirait moins. Sans doute, mais il y en a eu pendant très longtemps. Oui, c'est-à-dire que les livres avaient peut-être une durée de vie en librairie plus longue aussi. Incomparable. Et le dernier tome, lui, le 6e, est beaucoup plus difficile à trouver. Il n'y a eu, je crois, que 17 éditions, donc évidemment, il est plus rare. Et surtout, Vieille maison, vieux papier, c'était, avant d'être des livres, le titre d'une rubrique. Alors voilà. Et oui, parce que le nôtre est un drôle d'historien qui a commencé dans la presse et qui toute sa vie a publié. Il commence dès l'âge de 24 ans à publier des articles dans la presse et le jour de ses obsèques, paraît un article sur l'hygiène de Talleyrand qui est le dernier texte qu'il ait déposé au marbre de son journal. Une sorte d'hommage posthume, mais il ne pouvait pas deviner qu'il ne serait pas là pour le lire. Mais c'était un processus constant. Il a toujours publié dans la presse, ce qui est très intéressant parce que Vieille maison, vieux papier, ça paraît dans les années 1900. Nous sommes avant la Grande Guerre et déjà il y a une forme d'interactivité, c'est-à-dire que ces articles historiques sont un petit peu la récréation des lecteurs du Temps, qui est un journal conservateur, modérément conservateur. C'est pas l'Action française, journal sérieux mais de l'époque. C'est le grand journal sérieux. C'est le Monde version droite, on va dire. Voilà, c'est un journal sage et conservateur, sérieux, dont la récréation est la rubrique historique confiée à ce journaliste, historien, alors, d'où vient-il ? fonctionnaire. Racontons un peu sa vie. D'où vient-il, Le Nôtre ? D'abord, il s'appelle pas Le Nôtre, pour commencer. Il s'appelle Théodore Gosselin. Gosselin, c'est son nom de famille. Et on va retrouver Gosselin dans le G suivi d'un point qu'il met devant Le Nôtre. Le Nôtre étant un hommage, par contre, au jardinier de Versailles, dont il descend de façon vraiment par l'escalier de service. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais bon, il aime bien les arbres généalogiques, donc il a relevé en quelque sorte le nom le plus illustre qu'il ait pu trouver dans les parages de son arbre généalogique. Et alors, il signe partout, on avait raconté ça il y a quelques semaines, il signe partout G le nôtre. Ce G, dit-il lui-même, ne signifie... ni Georges, ni Gaston, ni même Gédéon, mais G, point, c'est-à-dire... Gosselin. Gosselin, c'est son nom de contribuable. Et l'expression est intéressante parce que nom de contribuable, c'est du vocabulaire administratif. Le nôtre ne vit pas de sa plume. Il publie énormément, il en vit convenablement, mais ça ne suffit pas. C'est un fonctionnaire. En fait, il est né en Lorraine. Voilà. À l'âge de 15 ans, il a la douleur de devoir tout quitter parce que c'est 1870. C'est l'invasion. Donc il faut quitter la Moselle. D'abord, les troupes prussiennes arrivent, et puis l'annexion a lieu l'année suivante. Et donc, il ne verra plus le château de Pépinville où il est né, où il a vécu ses premières années pendant très très longtemps. Et peut-être que ça l'a rendu plus sensible que d'autres à cette nostalgie qui émane des vieilles pierres, des vieux toits, des vieilles demeures. Il a perdu la sienne et il va devenir du coup, en particulier à Paris, pas exclusivement mais beaucoup à Paris, celui qui va traquer les demeures des grands personnages, qui va retrouver, car on ne se pose jamais vraiment la question de l'endroit où habitaient Desmoulins, Saint-Just ou Robespierre. Avant lui, en tout cas, personne ne se le demandait. Peu de gens. Ça relevait peut-être d'une forme d'érudition extrêmement rare, alors que lui va populariser ce type de préoccupation et plus que cela, il va faire de véritables reportages. C'est en ça que la presse, c'est pas seulement une
une opportunité pour publier, c'est une méthode. Vieille maison, vieux papier, c'est le meilleur résumé qu'on puisse donner de la méthode qu'il suivait. À partir du moment où il s'intéresse à un personnage, il va chercher l'endroit où il est né, l'endroit où il a vécu, l'endroit où il s'est formé. Il va se rendre sur place. Il dira, je suis l'homme de France qu'on a le plus souvent mis à la porte, parce qu'il frappe à la porte. Il dérange les gens à table. Il paraît qu'ici a vécu Danton. Il paraît, est-ce que je peux visiter votre salon? Un jour, il arrive en pleine communion. Bon, on le fait entrer, on lui donne un verre à boire. Bon, il se retrouve dans des situations assez comiques, je dirais comme tout reporter, mais c'est vraiment un reporter de l'histoire. Il va chercher sur les lieux mêmes. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'histoire dont il parle, pour lui, est encore très contemporaine, parce qu'il s'intéresse d'abord et avant tout à l'histoire parisienne et révolutionnaire. Il est à pied d'œuvre, et la Révolution, lorsqu'on est dans les années 1880, la Révolution, elle n'a jamais qu'un siècle. Et donc, on peut encore trouver des lieux qui n'ont quasiment pas changé. Je dirais pas qu'il y a encore des témoins vivants, non, ce serait beaucoup dire, mais en tout cas, il y a encore l'esprit des lieux. Il y a l'âme des lieux, et puis il y a des traditions orales qu'il va aller recueillir pieusement. Alors, évidemment, s'il s'était contenté de ces traditions orales, ça aurait été un piètre historien, mais le nôtre, bon marcheur, bon fouineur, est aussi un bon chercheur, et aux Archives nationales ou à Carnavalet, sa silhouette est bien connue. Il passe énormément de temps à compulser des dossiers, à remuer la poussière des documents, et c'est là qu'il va puiser toutes ces pépites, tous ces trésors, et surtout qu'il nous les fait partager. Lorsqu'il jubile en lisant un vieux rapport de police ou un vieux récit de perquisition, eh bien sûr, il le retranscrit et il nous en fait profiter. Oui, et même, j'ai envie de dire qu'à partir de 3 lignes, il en fait lui-même 25 qui sont toujours très extrêmement coruscantes. Il a le don de faire monter les choses, comme on dirait d'une mayonnaise ou de blanc à la neige. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, à partir parfois de peu d'éléments d'archives, il arrive à nous sortir une page qui est réjouissante. Jubilatoire. C'est-à-dire qu'il n'invente pas. Donc il faut se méfier de ce qu'on a pu dire ou penser sur lui à propos de son imagination. Il a une grande imagination, mais au sens de la faculté de produire des images. Voilà. C'est-à-dire qu'une série de documents, pas très folichons, des documents d'état civil, des documents policiers, des documents administratifs, eh bien ça va lui permettre de reconstituer une vie, une existence, un milieu, et en quelque sorte, il va le voir et il va nous le décrire. C'est un très grand narrateur, et ses textes sont pour l'essentiel des récits qui fourmillent de détails. Mais tous les détails sont vérifiés. Par exemple, s'il vous dit que le jour de la fuite du roi ou le jour de l'exécution de tel ou tel conventionnel, eh bien tout le monde est chaudement vêtu, c'est parce qu'il a pris soin dans les éphémérides de l'Observatoire de vérifier le temps qu'il faisait. Il vérifie la météo. Donc quand il vous raconte Danton, Desmoulins ou Robespierre et qu'il y met la taille des pièces, la forme des fenêtres, le temps qu'il faisait, le costume qu'il portait, parce qu'il vérifie jusque ça, évidemment on est dans une histoire extrêmement habitée, extrêmement incarnée, qu'il est très facile de s'approprier en quelque sorte. D'où cette réputation qu'il a laissée à la postérité. Il est devenu celui qu'on appelle le pape de la petite histoire, parce que cette notion de petite histoire, il lui a donné littéralement ses lettres de noblesse. Or, et c'est l'une des grandes surprises de cette affaire, et vous avez apporté beaucoup à la compréhension du personnage dans votre préface à cette réédition des Vieilles Maisons Vieux Papier, Bruno Fuligny, c'est que, avant tout, cet historien n'est pas un journaliste de métier, il est fonctionnaire, il a un métier à côté de ça, il travaille aux douanes. En effet. Pour étudier le nôtre, je me suis obligé, par amusement, à suivre sa propre méthode. Donc d'abord, je suis allé au pied de sa vieille maison, qui existe toujours. Rue Vaneau, hein. À l'angle de la rue de Babylone et de la rue Vaneau. Et on comprend beaucoup mieux cet auteur lorsqu'on est allé sur place et qu'on fait le trajet qui va, ou les multiples trajets possibles qui vont de sa maison à son bureau. Un étage élevé, au cinquième étage. Étage. C'est pourquoi dans les toutes dernières années de sa vie, il va devoir renoncer à cet appartement qui s'était rempli de livres, de documentation. Bon. Il habite dans cette partie qu'on appelle la Cornette d'Or, une partie du 7e arrondissement. Très religieuse, avec des congrégations un petit peu partout. C'est aussi, comme d'autres quartiers de Paris, me direz-vous, un lieu chargé d'histoire, et on trouve dans ses récits des descriptions de la rue de Babylone à l'époque où c'était une sorte de chemin creux avec des herbes folles sur les côtés. Bon, tout ça nous paraît de la science-fiction, et ça a existé. Surtout, on est aux franges du Faubourg Saint-Germain, donc de tous ces hôtels particuliers. Et puis en allant vers la
Seine, eh bien, on arrive vers les hauts lieux de la Révolution, les Tuileries, et puis la place aujourd'hui de la Concorde, ex-Louis XVI, la place où a été guillotiné le roi, et puis un petit peu plus haut, eh bien, tout l'itinéraire des charrettes qui amenaient les guillotinés. Bon, tous ces itinéraires-là, il les connaît très bien. Il les connaît très bien parce qu'en fait, il y va pendant les pauses de son travail, car c'est un fonctionnaire des douanes comme papa. À l'époque, on se fait recruter dans l'administration. J'ai l'impression qu'il prend de longues pauses, non ? Voilà. Disons, au début, il est encore un petit peu présent, mais très très vite, il demande à travailler à l'administration centrale. Les douanes, c'est le ministère des Finances, et le ministère des Finances, à l'époque, eh bien, c'est le Louvre. Donc, il a ses bureaux au Louvre, s'il vous plaît. Et très vite, effectivement, lui, c'est l'histoire qui l'intéresse. Donc, c'est un très modeste grade-papier. Et il est dans ce bureau qui donne sur la rue de Rivoli, en fait, dans cette partie-là, en fait. C'est ça. Et grâce au Musée national des douanes, qui est à Bordeaux, eh bien, j'ai pu retrouver son dossier de fonctionnaire. Parce que vous êtes fait communiquer le dossier. Voilà, oui, je me suis dit, un fonctionnaire a forcément un dossier, ça a pris un petit peu de temps, et heureusement, le Musée national des douanes l'a conservé, me l'a communiqué, et c'est tout à fait réjouissant, car on voit un jeune homme qui avait beaucoup de capacités, et en même temps un très mauvais fonctionnaire. Oui, très mauvais fonctionnaire. En fait, il passe son temps à faire de l'histoire, à écrire des articles, etc. Il s'occupe très peu de ses affaires. Comment se fait-il que sa hiérarchie ait été aussi souple à son égard ? D'abord parce que c'est un charmant garçon. Et les feuilles de notation qui le concernent montrent que c'est un individu tout à fait affable, sympathique, agréable. Bon, donc voilà, il enrobe un petit peu bien les choses. C'est aussi le fils de son père, et son père occupe un poste important dans l'administration des douanes. Donc c'est un petit peu délicat de relever trop souvent les absences du fils. Le père étant même à un moment directeur du personnel. Ah oui, justement, donc voilà, ça pose quand même un problème. Et puis après, le succès venant et la notoriété venant, il devient un petit peu près intouchable. Il y a même un moment extraordinaire où, par inadvertance, il est absent un 1er mai. Nous sommes en 1909. À l'époque, c'est évidemment pas un jour férié. C'est même très subversif de ne pas travailler le 1er mai. C'est un engagement politique fort. Voilà. Et donc, pour une fois, eh bien, on relève les absents au ministère des Finances avec l'idée de révoquer tous ces socialistes, anarchistes et autres rouges ou noirs qui ne sont pas venus travailler ce jour-là. Dans la liste, il y a évidemment le pauvre Le Nôtre, l'historien contre-révolutionnaire qui publie ses chroniques au temps. Qui devait être tout à fait ailleurs, évidemment. Donc, il n'a pas du tout réalisé que c'était un 1er mai, il devait être en train de fouiner du côté du cimetière de Picpus ou de l'Archevêché, et l'affaire va remonter jusqu'au ministre qui va dire mais non, bien sûr c'est pas un rouge, et puis laissez le nôtre tranquille, je veux pas de problème. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. C'est un extrait de l'ouverture des Noces de Figaro de Mozart. Nous sommes au cœur de l'histoire des vieilles maisons vieux papier avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, l'historien Bruno Fuligny. Évidemment, j'aurais mauvaise grâce à déflorer ces vieilles maisons vieux papier. Bruno Fuligny, on va pas raconter tout ce qui est dans ces 3 tomes. Vous dites qu'en tout, il y en aura 6 d'ailleurs. Oui. Mais quand même, en trouverons, si vous voulez, un coin du voile et regardons quand même ce qu'il y a dans ces livres. Alors d'abord, ce qu'il faut dire peut-être, avant tout, c'est que la première publication de Le Nôtre avait justement concerné un sujet révolutionnaire s'il en fut, puisqu'il s'agissait de la guillotine. Il avait commencé par ça. C'est son premier livre, alors qu'il n'est pas dans les vieilles maisons vieux papier, la guillotine et les exécuteurs des arrêts criminels. C'est le premier travail qu'il fait, un petit peu en solitaire. Il dépose son manuscrit chez un premier éditeur qui fait un peu la fine bouche, chez un second qui va mettre du temps à le retrouver parce qu'il a oublié de déposer en même temps son adresse. Et ça va être un énorme succès. Attention, en 1893, c'est-à-dire pour le centenaire de la Terreur. Et pour le centenaire de la Terreur, il fait quelque chose d'extrêmement intelligent. Il publie une étude qui n'est pas tellement polémique, qui est indiscutable. C'est une étude sur les bourreaux. Factuelle, en fait. Sur les bourreaux. Oui. Il a à partir des archives administratives sur les problèmes qu'ont tous ces bourreaux au moment où on passe de l'ancien régime au nouveau et en particulier à la République. Changement technique. On passe de l'épée du roi et de la corde d'un seul coup à la guillotine. Cet instrument étrange. Par ailleurs, il y a toutes sortes de problèmes de mutation. Enfin, et lui s'est beaucoup amusé. Et là, on retrouve le nôtre doté d'un humour noir ou d'un humour affreux
sang-froid tout à fait étonnant. Il s'est beaucoup amusé avec ces récits et ces lettres, ces supplications de bourreaux qu'on veut envoyer à l'autre bout du pays ou qui ont du mal à se faire à ce nouvel instrument. Il nous raconte donc cette histoire de la guillotine et ça c'est ce premier grand succès qui, c'est pas son premier écrit dans la mesure où il publie dans la presse, mais c'est son premier livre et le succès ne se démentira plus ensuite. Alors la Révolution est quand même la toile de fond de l'essentiel de ces articles. Évidemment, on y découvre un certain nombre de personnages. Il parle des 2 femmes de Billaud-Varenne, notamment. Ça, c'est assez extraordinaire. On n'est pas très loin d'histoires comme celle de la Montancier, dont je parlais tout à l'heure. Oui, d'ailleurs, il écrit quelque part que où qu'on harponne dans le XVIIIe siècle français, on retire des individualités extraordinaires. Et Billaud-Varenne est de celle-ci. Alors, on connaît le Billaud-Varenne de la Révolution. L'esprit curieux de Le Nôtre fait qu'on va au-delà. Il s'intéresse souvent aux personnages, soit dans leurs années de formation, soit dans leur déchéance. Ce qui est une façon très intelligente de revisiter l'histoire d'un personnage. Il voit les personnages d'à côté aussi, si je puis dire. C'est-à-dire l'entourage, et souvent c'est l'entourage qui permet d'accéder au grand personnage. Exactement. C'est tout à fait inattendu. Ce qui est formidable, c'est Fouquier-Tinville vu à travers Madame. Ça, c'est quand même pas mal dans le genre. Il y a beaucoup de femmes dans les vieilles maisons vieux papier et de façon générale dans l'œuvre de Le Nôtre. Alors il y a des femmes effacées, celle du pot-au-feu, je dirais, Madame Fouquier-Tinville, qui tient le ménage bourgeois de l'accusateur public. Et là aussi, on n'imagine pas l'homme qui a fait tomber des têtes, rentrer le soir au foyer, raconter sa journée, prendre une bonne soupe avec Madame. Et puis on a des personnages tout à fait stupéfiants, de femmes qui jouent leur propre partie. Bon, tout ça est très riche, c'est-à-dire qu'une période que l'on croit bien connaître, que l'on croit maîtriser, tout à coup prend un relief, une humanité comme jamais, en fait. Je me rappelle avoir lu, ça avait été à l'époque où Grasset faisait des compendiums des articles de Le Nôtre. On avait publié ça dans un ouvrage qui s'appelait Versailles au temps des rois. Et on le retrouve là, évidemment, dans Vieille Maison, Vieux Papier, dont c'est d'abord issu. C'est l'histoire invraisemblable de la demoiselle Savalette de Lange. Oui, une histoire. Alors, il faut pas là non plus raconter la fin de l'histoire. Ça tuerait tout. Mais Le Nôtre, là aussi, est un peu en avance sur son temps parce qu'il s'intéresse beaucoup aux questions de substitution d'enfants et aux questions de changement de sexe. Alors, il évite soigneusement la question éculée du chevalier d'Éon. Ça, c'est pas pour lui. C'est trop connu. Trop connu. Vraiment, voilà. Il aime bien apporter du nouveau. Voilà. Entre parenthèses, heureuse époque où le public aimait la nouveauté. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Les gens aiment davantage être surpris avec ce qu'ils connaissent, si je puis dire. À l'époque, on aimait trouver des choses qu'on ne connaissait pas du tout, du nouveau, en fait. Et c'est ce que faisait réellement. C'est ce que faisait Le Nôtre. C'est vrai aussi qu'on le lui permettait. Quel quotidien aujourd'hui offrirait une demi-page à un historien pour aller raconter les frasques de tel ou tel aventurier ou de telle ou telle courtisane du règne de Louis XV ou de la Révolution ou de l'Empire. Je crois qu'il y avait un appétit d'histoire très important. Cet appétit sans doute existe toujours, mais peut-être pas assez présent dans les médias. Ouais. Franck Ferrand étant bien sûr l'exception qui confirme la règle, j'espère bien. Et grâce à des invités comme vous, Bruno Fuligny, évidemment. Vous citiez ce passage de Le Nôtre que j'ai là sous les yeux, qu'on harponne au hasard dans le pandémonium parisien de la fin du XVIIIe siècle, écrit-il. On est sûr d'en tirer une figure étonnante de relief et d'originalité. Ces gens-là avaient le diable au corps. Ils appartenaient à une génération évidemment née pour se mouvoir dans l'épopée et dans la féerie. La nôtre semble réservée aux plus mornes des vaudevilles. Et voilà qui doit rassurer les esprits inquiets, hantés de l'appréhension de cataclysmes sociaux. Pour les grands drames, il faut des acteurs de taille, et jamais plus sans doute la France ne réunira une troupe comparable à celle qui brûlait les planches à la veille de la Révolution. C'est vrai, entre nous, que les figures qu'ils mettent en avant sont singulièrement endiablées. On a l'impression que ces gens ont un ressort infini, et dans des périodes où pourtant vivre n'était peut-être pas aussi facile que ça a pu le devenir par la suite, ils manifestent une sorte de présence de volonté, d'énergie et d'inventivité considérable. Alors une vitalité tout à fait particulière, et il faut rendre justice à Le Nôtre qu'il va choisir ses sujets aussi bien chez les royalistes, chez les chouans, que chez les plus enragés des enragés révolutionnaires. Il va saluer à chaque fois, comment dirais-je, la conviction, la force de conviction, la folie dans la conviction, ça c'est ça qui l'intéresse. Et puis il y a quelques personnages repoussoirs chez Le Nôtre, qui sont des personnages un petit peu pré-totalitaires, les personnages impassibles, ceux qu'on va retrouver au tribunal révolutionnaire par exemple, ceux qui n'ont pas d'affect,
ceux qui ne font qu'obéir aux ordres, qui font leurs devoirs froidement et qui font exécuter. Et ces personnages existent aussi chez le nôtre, mais on sent qu'il les désapprouve. Une sorte d'humour noir assez terrible. Hein, oui. Et il faut pas oublier que le nôtre est mort en 1935, donc il a vu progresser ce type de personnage au début du XXe siècle. Il fait en permanence des liens entre l'histoire et son présent, mais sans les faire toujours de façon très explicite. La force de le nôtre aussi, c'est qu'il suggère énormément par le choix d'un adjectif, par le choix d'une comparaison, déjà tout simplement par la sélection de ces personnages, qu'on ne s'attende surtout pas à trouver, comme chez Lamartine ou chez Jaurès, une grande fresque racontant l'histoire de la Révolution de 1789 à Napoléon. Pas du tout. Ce sont des épisodes, des coups de projecteur, des récits, comme on dirait nous aujourd'hui. Exactement, sur des personnages extrêmement disparates, des aventuriers, des courtisanes, des fous furieux, des minables, des ratés aussi, même d'honnêtes gens qui sont littéralement broyés par cette mécanique infernale qui se met en branle à partir de 1789 et qu'il décrit avec beaucoup de tendresse en fait. Les 3 premiers tomes de Vieille Maison, Vieux Papier de J'ai le Nôtre sont donc réédités chez Talandier dans la très belle et très utile collection Texto avec une présentation de Bruno Fuligny. Merci beaucoup Bruno d'être venu nous les présenter oralement et avec le brio qui vous appartient. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et pour notre nouveau rendez-vous, Franck, vous nous parlez aujourd'hui des origines du pain. Et oui, c'est Laurence via Internet qui nous demande donc depuis quand le pain accompagne nos repas. J'ai envie de dire depuis très 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 longtemps. Vous savez, il y a déjà 5000 ans, les Égyptiens savaient faire du pain. Mais évidemment, la civilisation qui va créer ce que nous pourrions appeler peut-être avec un léger anachronisme la boulangerie, c'est la civilisation grecque. Il faut savoir qu'au siècle de Périclès, il existe plus de 70 pains différents, des pains que l'on faisait cuire comme encore aujourd'hui en Grèce, d'ailleurs, sous la cendre ou dans un four. Les Romains, eux, étaient plus aimaient mieux les espèces de bouillies, vous savez, de céréales, etc. Ce n'était pas de très bons boulangers, sauf qu'évidemment, comme toujours lorsqu'on parle de Rome, on va voir les Grecs venir accourir à leur secours et secondés par des Gaulois qui eux aussi excellent dans la boulange, ils finiront par faire à leur tour de bons pains. Sous le règne d'Auguste, on compte quand même 329 boulangeries dans Rome. Donc vous voyez que il y avait quand même du pain chez les Romains. Évidemment, ce qui va donner son caractère sacré au pain, c'est le christianisme, bien entendu, avec le symbole majeur du pain que l'on partage. C'est la dernière scène, c'est le dernier repas de Jésus, avec évidemment toutes les croyances qui vont immédiatement se greffer là-dessus. Et je pense notamment au fait qu'on ne doit pas, vous savez, c'est Virginie et Laurent qui via Facebook nous posent aussi cette question, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas renverser, pour mettre le pain à l'envers sur la table? Eh bien précisément parce que ce pain, c'est le symbole même, c'est la scène tout simplement. Et vous savez que moi j'ai vu faire ça encore dans mon enfance, je pense que certains le pratiquent encore. Lorsqu'on attrape le pain, le chef de famille fait une sorte de croix sur le pain avec la pointe du couteau. Pendant longtemps, cet aliment sera l'aliment des pauvres qui vont se contenter d'un mélange de métailles, d'orge, d'épeautre, de seigle. Vous savez qu'il y avait du pain noir pour une immense majorité de la population et que ce qu'on appelle le pain blanc, qui d'ailleurs était entre nous soit dit bien moins blanc qu'il n'a pu le devenir par la suite, était naturellement réservé aux riches. Je ne vous apprends rien en disant ça. Il y avait aussi au Moyen-Âge ce qu'on appelait du pain de fougère. Vous savez, c'était un pain dans lequel on mettait tout ce qu'on trouvait comme végétaux parce qu'on n'avait précisément plus assez de grains pour en faire. Il y avait même les pains de famine auxquels on adjoignait de la paille, des écorces broyées ou de la farine de gland. Ça, c'était pour les périodes de grande famine et de grande disette. Disons qu'au temps de Jeanne d'Arc, ce qui permet de faire du pain, c'est non seulement évidemment la farine, donc le grain, mais c'est aussi le four. Ça, c'est très important. Vous savez que ça va organiser les communautés rurales autour des fours qui permettent de cuire le pain. C'est souvent une activité collective d'ailleurs. Et dans les villes, les fours appartiennent le plus souvent à des particuliers, les fourniers, dont certains évidemment vont faire payer le service. On ne va voir
peu à peu naître les professionnels qu'aux alentours du XIV et du XVe siècle. Alors on les appelle les manganiers, les panetiers, les talmaliers, les pistres. Ce sont des personnes qui vont fabriquer du pain pour les autres. Un pain qui ressemble à quoi ? À l'époque, à une très grosse miche ronde, tout simplement, que l'on conserve très longtemps, car l'idée de consommer le pain frais est très récente. C'est le milieu du XXe siècle. Autrefois, on mangeait essentiellement le pain rassis. Il y aurait beaucoup à dire sur toutes les évolutions du pain à travers les siècles. Disons qu'aujourd'hui, les Français restent de grands consommateurs. Après un petit passage à vide dans les années 70-80, vous savez que on est revenu depuis un quart de siècle à des pains de qualité et d'ailleurs de plus en plus variés. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui avec les experts européens, nous allons apprendre à manger mieux mais moins cher. Vous verrez que la qualité ne se paye pas forcément si cher. Vous pouvez nous contacter 3921 ou europe1.fr pour vos questions et vos témoignages. J'attends vos astuces, Franck. Merci Elena. Et je citais tout à l'heure Patricia Bouchenaud-Deschamps. Eh bien, sachez qu'elle sera ce soir à l'hôtel de Rohan-Soubise pour une conférence musicale sur le nôtre, mais cette fois le nôtre, le jardinier, dont on célèbre, vous le savez, cette année le 400e anniversaire. C'est donc ce soir à 20h à l'hôtel de Rohan-Soubise. Et à demain Céline. À demain Franck. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'histoire, au cœur de l'histoire, au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire, au cœur de l'histoire, au cœur de l'histoire, au cœur de l'histoire.